Cafouillage masque, cafouillage test et cafouillage avenir vaccin. Non, mais je dis pas que c'est vous, je dis que je l'entends beaucoup dans la bouche de beaucoup de nos détracteurs. Je pense que la critique est aisée, qu'on a sûrement fait des erreurs, et donc il faut le reconnaître avec modestie et humilité face à l'inconnu. Je rappelle que ce virus est quand même exceptionnel, donc à virus exceptionnel, situation exceptionnelle et mesures exceptionnelles. Il y a pu avoir des atermoiements, en tout cas des moments où on donnait le sentiment de se chercher. Moi, ce que je vois, c'est que ce gouvernement a accompagné, notamment au plan économique, plus que tous les autres pays au monde, on ne va pas se mentir. Et je pense qu'il sait se remettre en question et il s'adapte à la réalité. Et vous savez, s'il y a bien une chose que j'ai appris avec les années, c'est que je ne suis pas inquiète sur le fait que l'histoire, à très court terme, nous jugera. Voilà. Je pense que pour le coup, on est vraiment à trop court terme. Malheureusement, je ne crois pas que la défiance française liée au vaccin date de 2020. Je pense qu'elle est malheureusement plus ancienne. Certains leaders d'opinion, d'ailleurs, jusqu'à certaines députées européennes, ont été loin dans les attaques anti-vaccins et ont mis le doute depuis des années dans la tête des Français. Donc ça va être compliqué. C'est pour ça, je pense que le Premier ministre hier a autant insisté sur la transparence des processus, la transparence des différents types de vaccins, la transparence des vagues de priorité vaccinale. Parce que je crois que la meilleure façon de lutter contre la défiance, c'est pas l'obligation, mais c'est la transparence. J'ai regardé Hold Up. Ça me terrifie. Je veux dire, parmi les grands combats qui sont devant nous, au même titre qu'il y a eu des combats au XXe siècle contre des régimes extrêmes, le grand combat qui est devant nous, c'est le combat contre le complotisme. Complotisme qui a tous les avatars de la réalité, qui a tous les marqueurs du documentaire tout à fait normal, avec même des personnalités qui ont eu des charges politiques importantes, alors qui se défaussent maintenant, mais qui sont dans ce documentaire. Et c'est très grave, quand tu vois un ancien ministre de la Santé, c'est très grave. Par exemple, qui a reconnu après qu'il ne pensait pas que machin, et je ne doute pas de sa bonne foi, mais le fait est qu'il est dedans. D'apparaître dans ce genre de document ? Je pense que quand on fait des documentaires comme ça, il faut vérifier par 4 fois qu'est-ce qu'on tourne. Et je pense qu'une fois qu'on est dans le docu, on a beau jeu de dire je voulais pas, mais le fait est que nous avons un visage connu et reconnu qui a eu des responsabilités politiques importantes, qui est dans ce documentaire et qui, quelque part, donne un certain crédit aux propos du documentaire qui sont terrifiants. Parce qu'en fait, ce documentaire, c'est ça qui me frappe, ouais. Tous les avatars de la réalité. C'est comme le morphing, je prends 2 minutes pour en parler avec vous, ça fait marrer tout le monde, c'est génial, tout le monde rigole. Une grande chaîne que je ne citerai pas le fait tous les soirs à 20h. Mais c'est dramatique. Ça nous fait rigoler, là, entre la pub à la fin du JT et machin. Mais qu'est-ce qui se passe dans 5 ans si vous me prenez moi et que vous me faites dire des horreurs, comme ça se passe déjà dans d'autres pays? C'est plus du fact-checking, là. C'est un travestissement total de la réalité. C'est ça qui nous guette. Je crois que c'est beaucoup dans la communication que ça se joue. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, depuis 15 ans, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais de plus en plus de sources. Et encore, quand on parle de sites web, la plupart du temps, dans les médias, etc., on parle du web qu'on voit, la partie émergée de l'iceberg. Enfin, aujourd'hui, les 3 quarts des complotistes ne sont pas sur Facebook ou Twitter. Ils sont sur le dark web, ils sont sur des sites que la plupart des gens ne connaissent pas en réalité, et ils sont peu vus, ils partagent entre eux, et ils sont dans la partie immergée de l'iceberg. Donc, ils diffusent beaucoup, oui. Donc mais je veux dire, c'est la plaie de notre siècle aujourd'hui. On le voit dans d'autres pays. On l'a vu dans un grand pays démocrate qui vient d'élire un nouveau président. Et je pense que c'est une des plaies des années qui viennent. Et encore une fois, oui, le politique se bat, mais la réalité ne permet pas aux complotistes de changer de braquet. Et ce que je crois, c'est comme chacun peut émettre sa propre vérité et lui donner un semblant de vérité, la démultiplication des émetteurs, parce que moi j'ai fait un peu de communication avant, fait que tout se vaut, quelque part, tous les émetteurs se valent,
Et donc, on n'a plus d'émetteurs de référence. Et puis, il y a un autre problème. C'est qu'il y a des émetteurs de référence qui ont fait des erreurs. Donc, quand tu as... Mais d'émetteurs de référence, le gouvernement... Moi, partez du postulat que j'admets toujours que j'ai fait des erreurs et que le gouvernement... Enfin, en tout cas, ma vision du gouvernement auquel j'appartiens, c'est que on a certainement fait des erreurs. Et humilité devant les erreurs. Devant l'exceptionnel, on fait des erreurs. Et on les admet et on les verra. Peut-être laisser le temps, ce que je disais, à l'histoire de juger. Mais quand des grands médias ou des grandes revues scientifiques font des erreurs, quelque part, ça a des conséquences dramatiques par rapport à la vérité. Je crois que je ne vais pas qualifier M. Raoult parce que d'abord je ne suis pas médecin et je ne connais pas les fondements de sa réalité scientifique. Est-ce qu'elle est efficace ou pas efficace? Bon. Mais les médias qui l'ont beaucoup invité. Ce que je sais, c'est que c'est un des chantres du complotisme ou en tout cas de la tendance à remettre en question perpétuellement tout ce qui est émis par l'État ou par les politiques. Et je pense que oui, indirectement, ça contribue. Ça contribue. D'abord, comme disait un monsieur que j'aime bien, quand on est ministre, soit, je vais le travestir un peu, mais soit on est solidaire, soit on ferme sa gueule. Donc moi, je suis plutôt solidaire. Et donc, quand un des membres du gouvernement fait une erreur, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une erreur du gouvernement. Et donc, même si j'y suis pour rien, j'en prends ma part aussi. Et je ne crois pas que ce soit la seule erreur de Gérald Darmanin, qui, au demeurant, est un ministre de l'Intérieur qui se bat. Et qui se bat pour un sujet qui est, malgré les maladresses commises, et on va y revenir, mais qui est un sujet important. Au même titre, et je ne vais pas refaire j'ai mal à ma France, mais j'ai aussi mal devant les images de Michel Zecler que devant les images de samedi dernier où on lynche des flics à Bastille. Voilà, c'est clair. Et il y a effectivement, je pense, nécessité de protéger un peu plus ceux qui nous protègent. C'est valable d'ailleurs pour les policiers, c'est valable pour les professeurs, c'est valable pour d'autres, pour les soignants, pour d'autres catégories. Aujourd'hui, avec cet article 24, vous savez, on parlait de communication il y a 2 minutes. Moi, j'ai fait des études de communication. Et vous m'avez demandé d'être très direct, donc je vais être très direct. Quand un message est mal compris, c'est pas la faute du récepteur, c'est la faute de l'émetteur. Donc c'est notre faute. Vous voyez, est-ce que vous avez fait des erreurs, machin? Si le message est mal reçu, mal compris et donc polémique, c'est que dans l'expression du message, on n'a pas été bon. On s'est mal fait comprendre. Ce que je vois aussi, je vais vous dire, et je comprends que les oppositions se ruent dans ce qui peut être compris comme une erreur politique, et je mets des guillemets, je comprends que les gens soient un peu tendus aussi, et donc on file en aiguille quand on est un peu tendu, et tout le monde est un peu tendu, ça devienne une affaire. Bon, moi, je sais pas, mais quand vous parlez avec des gens, ce que je fais, qui habitent à Arbonne ou à Dijon, on m'a pas parlé de l'article 24, on me parle beaucoup des aides aux commerçants, par exemple. Vous voyez, donc, je sais que c'est un sujet politique, je pense que c'est aussi un peu un sujet de microcosme. Je pense qu'on est un peu fatigué en fin d'année, et je pense qu'on va trouver une sortie, et que ça va s'arranger. Hein ? Il faut trouver un équilibre. Il y a eu des individus qui ont eu des gestes innommables et qu'il faut dégager de la police, je ne peux pas le dire plus clairement. Et c'est encore plus grave quand tu as le monopole de la violence légitime, d'en faire une violence illégitime, parce que l'État n'est plus légitime. Et ça, c'est une dérive très grave. Mais vous voyez, moi, ce qui me frappe, puisqu'on se parle un peu en dehors de mon ministère, j'ai l'impression que, comme dans ce monde, tout va très vite. On a oublié plein de trucs. Moi, j'ai pas oublié, et vous non plus, 2015. On n'a pas oublié quand on allait faire des bisous au CRS. On n'a pas oublié quand ils ont protégé des commerçants, des gens qui avaient ces violences, qui avaient en novembre 2018 à Kléber des caisses qui ont cramé. On était content d'avoir une police qui nous a protégés. Donc, je sais qu'on est capable de retrouver un juste milieu. Je ne demande pas qu'on aille tous faire des bisous au CRS, et je comprends qu'on se soit un peu tendu. Mais c'était qu'il y a 5 ans.
Donc j'ai aussi envie de dire qu'on est capable de trouver un juste milieu et que s'il y a eu des erreurs, oui, quand on est flic, on doit être encore plus exemplaire. Et c'est valable quand on est dans un agent du service public, on doit être exemplaire. Et cette exemplarité, elle est fondamentale parce que sinon on n'a plus de prise. Parmi les priorités, il y a un ordre. La première des priorités, c'est que les Français retrouvent le chemin du boulot, de l'école et un peu de la joie aussi, que les commerces réouvrent et qu'on sorte de cette crise. La deuxième des priorités, c'est qu'on accompagne nos jeunes, nos moins jeunes, et qu'on ne fasse pas exploser le chômage à 20%. Et oui, la réforme des retraites est aussi une priorité, mais il y a un ordre des priorités dans les priorités. Je ne crois pas que sans sortir de la crise, on puisse adresser le sujet des retraites. Le sujet des retraites, ça a été un sujet tendu avant l'arrivée du Covid. Comme tout ce qui est un peu courageux. Hein. Non, mais oui, bien sûr. Mais vous pensez vraiment... C'est plus facile de dire les retraites, on fera ça après 2022, je vais vous dire. Mais c'est pas courageux. Mais vous pensez Emmanuel Macron veut se faire élire en 2022. Vous pensez vraiment que c'est conciliable, mener à terme la réforme des retraites et une réélection? Alors je vais vous dire... Mais tout est... Je vais vous dire, et sinon je ne me serais pas réengagé, et certainement pas au niveau où je me suis engagé. La raison pour laquelle je suis derrière Emmanuel Macron, c'est que fondamentalement, c'est Churchill disait que c'était à ça que vous reconnaissiez un politicien d'un vrai homme politique. Le politicien, il bosse pour la prochaine élection. Donc en fait, surtout on ne fait pas la réforme des retraites. On se parle franchement, surtout. Mais l'homme politique, il pense moins à la prochaine élection qu'à la prochaine génération. Je pense qu'Emmanuel Macron fait partie de la deuxième catégorie. Quand le meilleur moment pour être courageux? C'est quand du courage, ce projet de loi séparatisme, pardon pour le raccourci. Déjà, c'est un sujet qu'il faut adresser. Vous avez deux options. Soit je fais genre il n'existe pas, soit je décide de l'adresser. On peut faire comme s'il n'y avait aucun sujet, par exemple, sur le financement de certaines associations culturelles. C'est pas vrai. Bon, donc on peut prendre des Français pour des zozos, ou on peut décider d'avoir un peu le courage d'aller adresser un sujet qui n'est pas facile. Et il n'est pas facile. Mais c'est quand le moment pour être courageux? C'est un peu comme sur les retraites. C'est quand le moment pour être courageux? Je suis pas sûr qu'il y ait un moment pour être courageux. Et bien sûr, ça va tanguer, ça va secouer, la majorité ne sera pas forcément d'accord sur tout, et c'est plutôt sain. Parce qu'après, on est d'accord sur tout, on est des Playmobil, on n'est pas d'accord sur tout, on est des frondeurs. Mais il y a un juste milieu, vous savez quoi? Après, je pense que ce projet qui sera présenté, effectivement, ce projet de loi contre les séparatismes présenté le 9 décembre prochain, il va aussi permettre d'avoir une discussion intéressante. Et je pense je ne crois pas qu'il faille avoir peur de certains sujets. La meilleure façon de laisser les hold-up et autres complotistes se déployer, c'est de se planquer, de ne pas avoir le courage de transformer ou de parler de certains sujets qui sont un peu tabouisés dans notre pays. À tirer certains fils, on se rapproche du complotisme. Voilà. Ah non, mais vous me demandez d'être cash, je suis cash. Si on adressait le sujet des séparatismes, vous savez, le président de la République, il y a 3 ans, il en parlait déjà. Après, c'est un homme qui prend du temps, c'est un homme qui en économie a fait vite, et c'est un homme qui, sur un certain nombre de sujets de société, dont celui de la laïcité, a aussi pris le temps d'écouter, de regarder, de consulter. On va avoir le courage de légiférer, mais je ne pense pas, et je parle souvent avec beaucoup de musulmans pratiquants, je pense que légiférer sur les séparatismes, ça n'entraîne pas une stigmatisation. Je pense qu'il y a une voie médiane et je pense que la majorité va le démontrer. Ici, en tant que secrétaire d'État, par exemple, je me suis occupé de représenter la France dans le World Forum for Responsible Economy, Forum mondial pour l'économie responsable. Il y a ce qu'on dit de nous chez nous et quelle exigence on a avec nous-mêmes. Mais c'est bien, c'est l'exigence française. Mais il y a ce qu'on dit de nous dans le monde. Et on pourrait un peu l'écouter. De l'Indonésie
Non, mais je peux vous dire, et c'est vérifiable ce que je dis, de l'Indonésie au Canada, du Luxembourg à l'Italie, il y a 2 sujets sur lesquels on m'a questionné. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre budget vert à Bercy? Comment vous avez fait? Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette première mondiale, la Convention citoyenne? Alors, je sais qu'ici, on dira c'est pas parfait, mais je sais que dans le monde entier, on me demande aussi des conseils en me disant mais c'est vachement intéressant ce que vous faites. On peut peut-être essayer de trouver un juste milieu. Ce sera peut-être pas parfait, mais l'engagement du président sur le fait que les mesures trouveront toute une réponse, il sera tenu. Oui, et 3 fois oui. Après, ça c'est pareil, c'est des trucs qui prennent un peu de temps. Vous voyez, moi, par exemple, le Conseil des ministres le premier Conseil des ministres où j'ai assisté, fin juillet, ça a été la vague de nominations, notamment dans la préfectorale, comme on dit, par le ministère de l'Intérieur, de femmes, et de beaucoup de femmes préfets. J'en parle très souvent avec Amélie de Montchalin au sein de la fonction publique. Il y a aujourd'hui, et le président de la République nous rappelle à l'ordre, à chaque Conseil des ministres. Donc je peux vous dire que, et c'est lui-même qui le dit, donc il a une attention sur les nominations qui est totale et une vigilance totale. Après, on ne change pas comme ça des habitudes depuis 25 ans. Donc un peu comme tout, depuis qu'on est élu, on paye aussi les additions des années passées. Et ça, je veux quand même le dire. Et quand même, toutes les associations féministes ados, enfin les... Non, alors pas tous. Pas toutes, mais beaucoup quand même, et non, des majeurs. Pas tous, et puis vous savez, moi j'ai un peu de bouteille, et c'est vrai que la critique, elle est toujours très violente à l'endroit du gouvernement en place, et puis elle s'adoucit souvent à l'arrivée du gouvernement d'après. On verra ce qu'on dira de notre quinquennat sur ce sujet dans quelques années. On verra ce qu'on dit sur les femmes seules, par exemple, qui aujourd'hui ont leur pension alimentaire réglée par la CAF. On verra ce qu'on dit des hébergements d'urgence et de ce qui est fait pour les femmes aujourd'hui qui sont victimes de violences. On verra dans 4-5 ans comment les policiers formés accompagnent les femmes. Vous savez, ce qui est terrible en politique, c'est que c'est pas quand tu votes une loi qu'elle est effective. Il faut le temps. Et le temps, c'est pas l'allié dans la société actuelle où tout va vite. Donc ça peut donner le sentiment d'être décevant, mais bien souvent, les effets d'une politique, ça prend peut-être 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans minimum pour se mettre en place. Donc je pense, que ce gouvernement et cette mandature, globalement, n'a absolument pas à rougir ce qu'on a fait au service des femmes. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans ce gouvernement, nous avons des femmes à des postes stratégiques. Ça ne vous a pas échappé. Nous avons des femmes au travail, nous avons des femmes à l'écologie, nous avons des femmes à l'industrie, nous avons des femmes à Bercy. C'est quand même un signal important. Par ailleurs, je vois aussi que dès qu'on peut nommer une femme à la place d'un homme, on nomme une femme à la place d'un homme. Le secrétaire général du gouvernement, poste stratégique, a été remplacé par une secrétaire générale du gouvernement. Donc c'est du pointillisme, petite touche par petite touche, de façon résolue, on est en train de la faire bouger. Mais je vais vous dire un truc. Il faut que l'État bouge, que le gouvernement bouge, mais il faut que tout le monde bouge avec nous. Et la route est encore longue. Je me suis encore énervé hier sur un hebdomadaire que j'aime beaucoup. Je vais être gentil, je vais peut-être pas le citer, mais qui fait une pleine page sur l'économie, une couverture sur l'économie et sur la résistance de l'économie et l'économie de demain, où j'ai 5 ou 6 noms sur 45 de femmes en première de couverture, et quand j'arrive au milieu de l'article, c'est simple, je n'ai juste pas une femme interviewée. Ça, vous voyez, ça, c'est un effet d'optique qui est injuste. Vous avez des femmes à Bercy, mais on n'a pas de femmes dans les canards économiques. Alors, aux médias économiques aussi de s'aligner et de faire monter des femmes. Économie sociale, solidaire et responsable. C'est important, on y reviendra. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui cherche à réconcilier l'économique et le social. C'est une économie qui n'a pas pour seule valeur le profit, ce qu'on appelle la lucrativité. C'est une économie qui est une économie des valeurs humaines, des valeurs environnementales. C'est une économie qui s'attache aux conséquences de l'activité économique en termes d'impact social, solidaire, environnemental. L'économie sociale et solidaire, pour terminer, c'est une économie qui est assez ancienne en France. La France est un grand pays de l'économie sociale et solidaire. C'est dans notre pays, par exemple, qu'au XIXe siècle, en 1835, les épiceries solidaires sont nées à Lyon. Et notre pays est un grand pays d'économie sociale et solidaire. Une économie à part, mais une économie à part entière, 10% du PIB, 14% des emplois, qui rassemble l'économique et sociale.
Aujourd'hui, entre une entreprise classique et une entreprise de l'ESS, pour sortir de la valeur versus les valeurs, la différence est qu'une entreprise classique, elle vise à augmenter son profit, son bénéfice, point. Une entreprise de l'ESS, une structure de l'ESS, elle vise, par exemple, à partager le pouvoir dans l'entreprise. Elle vise à partager la valeur via la participation, l'intéressement pour partager les bénéfices. Elle vise à avoir un impact, à réinsérer, par exemple, des jeunes ou des personnes éloignées de l'emploi. Et donc, indépendamment du profit, du bénéfice sonnant et trébuchant, l'économie sociale et solidaire, elle vise un bénéfice autre qu'un bénéfice purement financier, même si elles font aussi du bénéfice et certaines sont très rentables. Mais elles cherchent à avoir un impact, une conséquence positive sur leur environnement et notamment l'environnement social. On voit bien que le modèle qu'on a aujourd'hui, il connaît ses limites. Et je crois que ceux qui nous le montrent le plus, c'est les plus jeunes. Dans leur façon de consommer, ils veulent de la transparence, de la traçabilité. Dans leur façon de candidater à un job, ils veulent du sens. Bien sûr, ils veulent un revenu, mais ils font un arbitrage entre sens et revenu. Et aujourd'hui, toutes ces tendances, toutes ces évolutions en faveur du sens, en faveur d'une économie plus responsable, tous les ferments sont dans l'économie sociale et solidaire. Donc avec ce R, ce qu'on a cherché à montrer, et ce que je vais porter, ce que je porte, c'est d'essayer de rassembler, de rapprocher, de réunir une économie sociale et solidaire qui est une partie de l'économie, mais qui peut inspirer le reste de l'économie. L'économie responsable, au même titre que l'ESS, c'est celle qui n'a pas que le profit comme religion. Dans le capitalisme, il ne faut pas oublier non plus, et on l'a vu ces derniers 50 ans, il y a aussi beaucoup de progrès. Il y a eu beaucoup de diffusion du progrès médical, il y a eu beaucoup de diffusion du progrès scolaire, il y a eu beaucoup d'éruptions de classe moyenne dans des pays en voie de développement où il n'y avait pas de classe moyenne. Tout le capitalisme n'est pas à jeter à la poubelle, il a permis des choses fantastiques, et notamment l'émancipation de beaucoup de monde. Pour autant, il a des limites. Quand on voit des actionnaires qui abusent, quand on voit des grands patrons qui se surpayent alors que des salariés sont mis à la porte. Il y a des limites dans ce capitalisme qui sont adressées en partie par la jeunesse. Et aujourd'hui, on a des idées pour le faire évoluer. Pas si difficile. En fait, c'est compliqué quand on en parle, souvent. Les mots sont compliqués. Mais dans les faits, c'est assez simple. Quel exemple, par exemple, il y a 2-3 semaines, j'étais à Orly. Et déjà, vous savez, dans les classes, dès le primaire, il y a des éco-délégués. Donc déjà, la meilleure façon de faire en sorte que les plus jeunes comprennent, c'est de les mettre en charge. Dans les classes, il y a possibilité d'avoir un éco-délégué qui est en charge d'expliquer et d'embarquer les autres sur le fait que, vous voyez, quand on quitte la classe, on éteint la lumière. Sur le fait que, par exemple, les emails qu'on peut s'envoyer, il ne faut pas les imprimer. Sur des petits gestes comme ça du quotidien. Sur le fait que quand on va à la récré, on a une clémentine et puis on a peut-être une canette ou une brique de jus d'orange. On ne met pas tout dans la même poubelle. Ça commence par des gestes très simples et ça commence à l'école en donnant la charge aux plus jeunes pour qu'ils se l'approprient. Et après, il faut donner à voir. L'ESS, elle est partout. Elle est partout, mais on ne le sait pas. Il faudrait idéalement qu'on l'intègre, et ça fait partie des sujets sur lesquels on discute avec Jean-Michel Blanquer. Il faudrait, puisque c'est partie prenante de nos vies, que ça devienne partie prenante de notre éducation. Et donc on a le droit d'imaginer que dans les années qui viennent, on puisse proposer peut-être un enseignement. On a beaucoup parlé de l'enseignement civique à l'école. Moi je crois aujourd'hui que l'économie sociale et solidaire, elle porte en elle des éléments de citoyenneté, et on pourrait envisager effectivement qu'on enseigne un peu plus l'éco-responsabilité à l'école, oui. Ce que je vous disais sur le fait que la valeur des entreprises n'est pas que dans le profit, je pense que vous verrez en 2021 une initiative que je prendrai qui permettra aux entreprises qui le souhaitent, qui sont volontaires et qui croient à ce mouvement de fond, de donner à voir un certain nombre de données, pour le coup, qui résument leur action en matière environnementale, sociale et de gouvernance, et que ça puisse se faire de façon assez informelle,
assez volontaire, sans être une contrainte, une obligation réglementaire, et qu'on arrive à lancer un mouvement pour que les entreprises commencent à publier et à donner à voir, au-delà du profit, quel est leur impact. Alors, moins pesé, je crois pas. Surtout qu'en vrai, j'ai un peu grossi depuis que je suis secrétaire d'État, donc je pèse un peu plus. Après, c'est pas exactement les mêmes fonctions. Quand vous êtes parlementaire, vous avez vocation à vous exprimer surtout et de façon assez libre. C'est-à-dire que ça se passe comment? Un journaliste vous appelle, vous avez quelque chose à dire, vous répondez. Quand vous êtes au gouvernement, vous êtes membre d'une équipe, et donc vous partagez, vous informez le cabinet du Premier ministre, vous informez votre ministre de tutelle, que vous allez vous exprimer. Tout ça est un peu plus cadré, organisé, et c'est bien normal, puisqu'on est au sein du gouvernement. Donc c'est pas la même réalité. Et puis, je fais beaucoup de choses qui ne se voient pas, qui se voient peut-être moins que quand j'étais député en plateau, quand j'étais aussi porte-parole, puisque j'ai été porte-parole du groupe parlementaire En Marche. Donc c'était normal que je sois en plateau. Vous voyez, ce matin, j'ai passé 1h30 au Conseil supérieur de l'ESS avec plus de 70 participants en visio. Ça, j'en ai même pas fait un tweet, parce qu'en fait, je pense que c'est des discussions internes. Et donc, effectivement, peut-être qu'on me voit un peu moins médiatiquement. Pour autant, on me voit beaucoup dans mon écosystème de l'ESS. Et je pense que c'est important aussi de s'occuper de son écosystème. Non, ma mère me disait que la chance n'existait pas et que la chance, comme le hasard, se provoquait. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un magazine que j'aime beaucoup, que je lisais avant. J'ai fait un plateau ce matin, j'en ferai d'autres la semaine prochaine. Et puis, faut pas se méprendre. Faire de la politique, c'est pas être journaliste. C'est pas forcément être en plateau tout le temps. Certains sont beaucoup en plateau, pas assez dans leur bureau. Certains sont trop dans leur bureau, pas assez en plateau. J'essaye d'être dans l'équilibre. Alors moi, c'était un remaniement qui s'est fait attendre, hein, comme vous l'avez dit. Première partie début juillet et puis la seconde le 26 juillet. On apprend par un signal, pour ma part, du Premier ministre, que vous êtes retenu pour faire partie de l'équipe quelques heures, même pas, avant le dévoilement de l'équipe. Donc c'est une émotion toute particulière, mais on l'apprend quand on est secrétaire d'État quelques heures avant d'être nommé effectivement. Je suis libérale sociale, donc ça va être compliqué. Je suis pas une femme de droite, je veux le dire avec force chez vous. Je suis une femme engagée et je suis une femme politique. Il y a 20 ans, donc il y a prescription, pendant 4 ans, j'ai été à Démocratie libérale. Mais vous imaginez, ça fait depuis 2001 que j'ai pas eu de carte, et après 2016 à En Marche. Mais pendant 15 ans, j'ai jamais été à droite. Les hommes ont infiniment changé. Voilà. Les hommes ont beaucoup changé en politique. Alors je dis pas que c'est parfait, je dis pas que des jeunes femmes sont pas parfois choquées des attitudes et tout. Je veux pas faire la vieille dondon qui donne des leçons, mais je peux vous dire que par rapport à 20 ans, il y a 20 ans, ça a beaucoup bougé. Et que beaucoup de choses, notamment dans les expressions, dans les petits mots, etc., ont disparu. Et c'est plutôt très bien. Oui, et 3 fois oui.